sommes en selle. Bonjour, bonjour Gaston Pinault, bonjour José Monteagudo. Nous allons donc à trois produire ce panel numéro 1 et donc nous l'avons appelé Conversation. Je vous explique en deux mots. Nous avions formé le projet d'entrer tout doucement dans le colloque alors que nous avions formulé un projet de colloque en présence, n'est-ce pas, l'an passé. Et nous avons en quelque sorte conservé cette idée d'un premier moment de conversation un peu informelle où nous allons échanger, José et Gaston, sur ce qu'on pourrait appeler les rencontres porteuses pour les histoires de vie. Et dans un deuxième temps, il y aura un propos un peu plus formel par chacun de nous. Alors donc, je vous présente formellement José Monteagudo, qui est professeur titulaire au département de théorie et histoire de l'éducation et de la pédagogie sociale en faculté d'éducation à l'Université de Séville, en Espagne, et Gaston Pinault, professeur émérite à l'Université François Rabelais de Tours et chercheur émérite au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Alors, pour ma part, je suis anthropologue et professeur associé à l'École de travail social de l'UQAM. Alors donc, dès maintenant, nous allons commencer pour un maximum de 15 minutes, une petite conversation un peu informelle sur nos rencontres. Et puis, dans le deuxième temps, qui devrait durer autour de 45 minutes, nous aurons un propos un peu plus formel. Gaston a intitulé son propos « Biographie, autobiographie, récit de vie, histoire de vie et monde en transformation » ou alors, formulé autrement, « Débat-combat entre différents modes d'expression de la vie courante » à mettre en sens dans des mondes traditionnels, modernes et postmodernes en transformation. José a intitulé son propos « Histoire de vie au sud et au nord, à l'est et à l'ouest, dialogue, reconnaissance et malentendu ». Et pour ma part, je tenterai de partager avec vous des repères marquants de l'histoire des histoires de vie au Québec. Alors voilà, allons-y, messieurs, à vous la parole. Peut-être d'abord Gaston, tu veux nous entrer dans un monde des histoires de vie à travers des rencontres porteuses. Oui, bonjour Daniel et bonjour Pépé, José. Oui, j'ai tenu à ça parce que en fait, les rencontres sont créatrices d'histoire. Hein. C'est pas juste des rencontres interpersonnelles. Mais entre autres, nos rencontres ont permis de nous associer, de créer des associations, des réseaux qui nous portent et qui nous font être là autant qu'on a pu les porter un peu ou qu'ils ont pu nous supporter. Hein. Donc, je vais juste faire une petite rétrospective rapide de nos rencontres parce que notre trio, il n'est pas sans histoire. Au contraire, il a une histoire assez grande pour que nous soyons là ensemble, entre autres comme représentants de réseaux et d'associations qui ont rendu possible ce colloque. Hein. Alors, je citerai juste l'Association internationale des histoires de vie et recherche biographique en éducation, à ce qu'on appelle ACIVIF RBE, et puis le réseau québécois pour les histoires de vie. RQPHV. En fait, et ces réseaux-là nous ont portés jusqu'à ce colloque. Bon, et parce qu'il ne faut pas oublier que les histoires de vie sont, comme disait un sociologue très gentil pour nous, dans les années 80, bon, les histoires de vie sont une de ces notions du monde courant qui sont entrées en contrebande dans le monde savant.
Donc, l'entrée n'a pas été des plus faciles. Et depuis 40 ans, ces histoires de vie nous ont fait beaucoup courir, de bas en haut et de gauche à droite, et puis d'est en ouest, du nord au sud, comme le développera José tout à l'heure. Hein. Moi, de l'histoire avec toi, Daniel, je ressortirai deux grands moments. Le premier, en 86, c'est notre rencontre au séminaire sur les récits de vie, théorie et pratique que tu avais organisé à l'Université de Montréal. Ton invitation m'a fait traverser la route frontière ou la rue frontière qui séparait du campus universitaire la faculté de l'éducation permanente où je travaillais alors. Et pour moi, c'était une traversée importante. J'étais pas peu fier d'être invité par une illustre universitaire comme toi. Deuxième rencontre, c'est à la base de plein air de Jouvence. 10 ans plus tard, en 86, cette base de plein air de Jouvence nous a suffisamment inspirés pour fonder le RQPHV, donc le réseau pour la reconnaissance, pour les histoires de vie. On a fêté les 20 ans avec autant de symposiums, voilà 5 ans. Et le groupe porteur maintenant est relié à l'UQAR, Université du Québec Rimouski. Et j'ai juste le temps de saluer quand même le cofondateur du réseau, Jean-Marc Pilon. Il est mort depuis. Mais ça indique que la mort, je pense, fait partie des histoires de vie. Et qu'on est un peu là dans une histoire intergénérationnelle. Avec José Monteagudo, qui se laisse familièrement appeler Pépé. Bon, avec Pépé, les années 2000, rencontre à l'Université de Paris 8 avec Jean-Louis Legrand, Université de Paris 8 qui est quand même un haut lieu des histoires de vie. Après, en 2007, à Tours, où tu as pris la relève de ta collègue de Séville, Isabelle Lopez-Goriz, dont on peut saluer aussi l'action. Elle est morte elle de même. Et puis, tu l'as remplacée et tu as accepté d'être avec nous sur la collection Histoire de vie et formation lancée en 96. Bon, donc voilà, j'ai fini. Merci Gaston. On va passer à José. D'accord. On va tenter d'être sur le temps prévu. Désolé de mon français, qu'avec il n'y a pas de voyage depuis il y a plus d'un an. On ne peut pas pratiquer sur le terrain la langue. D'accord. Bien, je dois dire premièrement, enseignant-chercheur à l'Université de Séville et intéressé pour les histoires de vie dans le contexte de la réalisation, le développement de ma thèse de doctorat à la moitié des années 90. Dans ces contextes, la collègue qui vient de mentionner Gaston, Isabelle Lopez-Goriz, m'avait prêté 2 bouquins de Gaston et sont les premiers textes que j'avais lus à l'époque sur les histoires de vie en formation. Donc, ça a créé envie de mieux connaître, d'approfondir. Et dans ces contextes, comme vient de le dire aussi Gaston, j'ai développé mon premier séjour à Paris, 2001, et c'est le contact avec l'association ACIVIF après RVE, et avec beaucoup de collègues, un peu de partout, non? Même Daniel, que j'avais rencontré dans des activités de formation, soit à Paris 8, soit dans l'association à Paris toujours. Et donc, c'est le contexte 2001, pour moi, très porteur de travailler en collaboration, de participer à des réseaux, parce que j'arrivais dans le camp de la théorie de l'éducation, de rechercher d'une manière, on peut dire, traditionnelle, d'archives, des bibliothèques, et ces passages vers
le réseau, l'association et le travail en commun, les projets de colloques, des activités de formation, etc., ça a été vraiment très intéressant. Ce moment charnier a beaucoup marqué mon itinéraire. Et beaucoup de collègues du Québec, Belgique, la Suisse, France, j'ai beaucoup appris aussi de tenter de contribuer. Et nos rencontres, dans le cas de Gaston, j'ai eu l'opportunité de les voir plus fréquemment. Il nous avait invités, à Isabelle et moi, chez lui à manger. Après, on a collaboré avec la collection de l'Harmattan. Et vraiment, ça a été un moment de développement des ressources communautaires au-delà des intérêts et des bénéfices immédiats en termes de carrière académique, universitaire ou de recherche. Sur les moments actuels très porteurs aussi, j'ai rencontré à Gaston dans son village d'origine, avec beaucoup de vin, et je ne sais pas boire du vin, et aussi dans les colloques du Brésil. Et donc, les réseaux s'élargissent tout au long du temps, et ça a créé vraiment des connivences avec les personnes qui ont fréquenté en présentiel et aussi avec d'autres à travers des lectures, des colloques ou d'autres activités. Merci pour l'invitation à Daniel, à toute l'équipe de coordination. Dans ces temps difficiles, ce n'est pas facile d'organiser dans ces contextes les colloques. Merci. Merci, José. Je retiens entre autres de vos deux interventions informelles à ce moment-ci que les histoires de vie sont associées à des rencontres riches, porteuses, rencontres entre personnes et aussi, j'ajoute, si vous permettez, dans ma rencontre avec toi, José, c'est plutôt en te lisant que je t'ai rencontré, donc c'est une rencontre plutôt littéraire. Bien sûr, on s'est rencontrés à Paris 8, mais en quelque sorte, tu as été le premier, dans ma connaissance, à penser, à rendre compte des histoires de vie dans les frontières nationales, par pays. Quelles sont les productions des histoires de vie d'un pays à l'autre. Et d'ailleurs, c'est en lien direct avec ce que je vais dire tantôt à propos de l'histoire de vie, des histoires de vie au Québec. Et donc, ça a été une rencontre très significative pour moi, José, ces publications que tu as faites sur l'histoire de vie selon les pays. Alors, donc, ça clôt en quelque sorte notre premier temps informel. Et maintenant, passons donc avec votre accord à la partie plus formelle de notre panel, où là, Gaston va commencer avec le titre qu'il choisit. Je vous en ai fourni deux. Donc, Gaston, lequel des titres choisis-tu? Et vas-y pour 15 minutes. Bon, je prendrai le tien parce que vraiment, il sort l'essentiel, quoi, hein. Les débats-combats autour de l'émergence de ce mouvement qui prend différents noms, qui prend différents noms. Donc, tu as mentionné biographie, autobiographie, récit de vie, histoire de vie. Alors, je pense qu'il y en a d'autres, mais si on prend les dénominations qui travaillent, qui ont le mot vie dans leur titre, soit dans le français courant vie, soit dans la racine grecque bios, je pense que ça rassemble quand même l'ensemble du mouvement, hein, sur la formation en racontant ces éléments temporels pour essayer de construire du sens avec eux dans nos parcours, quoi, hein. Tant d'y être sensible que de trouver les directions
et aussi les significations. Alors, moi, j'étais particulièrement heureux qu'on ait gardé le titre Histoire de vie, parce que des 4 dénominations, c'est le seul qui affiche la temporalité avec le mot histoire. Les autres, de la graphie, biographie ou autographie, biographie ou récit, affiche plutôt le mode d'expression écrit pour les 2 premiers, et puis plus, qui peut être oral pour le deuxième. Hein. Alors, ça a l'air de rien, c'est des terminologies différentes, mais quand on essaie de voir un peu leur histoire dans les mondes en transformation, on s'aperçoit qu'elles sont lourdes de beaucoup de sens. Par exemple, dans les mondes, on va distinguer ces mondes en transformation en 3 rapidement, uniquement à partir des moyens de communication, hein, qui ont amené des révolutions. L'imprimerie à la fin au XVe siècle a fait passer un monde prémoderne qu'on peut appeler traditionnel, à dominant de communication orale, à un monde où l'écrit est devenu roi, hein, d'où la naissance des graphies, des biographies, des autobiographies. Dans le monde plus ancien, on parlait de bios en grec, enfin dans le monde grec, et on distingue les bios socratiques et puis grecs et bios romaines. Et alors, la démocratisation, enfin, ou le mode écrit de la communication a fait surgir les biographies et autobiographies, mais principalement pour les élites qui avaient des vies remarquables à faire connaître, et souvent dans un moyen de communication aussi, pas forcément purement cognitive, mais aussi politique. Donc, on peut dire que le monde moderne du 15e au début du 20e a été dominé par l'écrit. Fin du 20e, la révolution informatique multimédiatique qui bouleverse complètement les moyens de communication et les moyens d'expression et de communication des histoires de vie. Et dans le bouleversement, je pense qu'on a l'expérience du colloque où il a fallu passer d'un mode traditionnel oral de communication en présence à ce mode informatique multimédiatique où alors ça a l'air de rien, mais quand on voit le travail du comité d'organisation, on comprend la complexité qui peut être conflictuelle pour passer de l'un à l'autre. Hein. Et ça, moi, je te remercie, notre présidente du comité, de ta patience, de ton intelligence pour éviter les débats combats qui pouvaient monter dans le comité. Hein. Et là-dessus, je remercie les jeunes du comité d'organisation qui nous ont initiés à l'apprentissage de ce moyen multimédiatique. Pour rentrer, je viens juste d'appeler François-Xavier Charlebois, que je remercie, hein, Myriam Dubé aussi, et puis notre nouvelle arrivée, Paola De Lima. Et je pense qu'on peut remercier aussi toute l'équipe technique de l'UQAM, si on peut dialoguer chacun dans son coin et en même temps ouvert à tout le monde. Hein. Donc, alors je prendrai aussi un autre exemple plus dramatique des problèmes que pose pour la communication, entre autres des histoires de vie, le passage de monde à dominante écrit à dominante multimédiatique, c'est
tout le combat actuellement autour de la vidéo bouleversante de Joyce Echaquan, hein, qui est une femme à Tikamek qui a autofilmé en direct son agonie tragique aux prises avec des propos blessants de l'entourage. Là, elle a réussi un tour de force de laisser une trace très personnelle, mais aussi qui est maintenant devenue quasiment mondiale, de ce passage difficile entre vie et mort. Parce que la mort fait partie des histoires de vie, c'est les frontières. Donc, ça, je pense que c'est un exemple de cette révolution sociale et sociopolitique que représente ce passage de mode d'expression à travers différents types de monde. Hein. J'ai encore un peu de temps? Oui, oui. Bon, donc parce que l'histoire, c'est pas une science ni un art facile, hein, car elle peut être porteuse de beaucoup d'erreurs et d'illusions. Parce que témoin, bon, la floraison de la théorie des complots actuellement, ou les débats entre journalistes professionnels et les grandes chaînes mondiatiques informatiques. Hein. Alors, surtout que ceux qui font leur histoire de vie veulent pas seulement la dire, mais aussi la réfléchir avec d'autres. Et que ça pose de multiples problèmes, comme tu disais, entre autres dans les découpages sociaux dont on a hérité descendants. Là, la recherche trouve, l'enseignement diffuse et le monde courant applique. Je pense que la révolution démocratique des histoires de vie veut détruire ces divisions héritées et construire des traits d'union entre recherche, action et formation pour que tout le monde participe à la construction de sens avec ses temps et contre-temps. Hein. Alors c'est pour ça que je rattachais ça à l'épistémologie du Sud de Boaventura de Souza, qui dit pour éviter une déperdition d'expériences de vie quasi planétaires, il faut changer les modes de communication, entre autres, et de recherche scientifique. Alors, José va nous informer un peu plus sur ces épistémologies du Sud qui ne poussent pas seulement géographiquement, mais qui poussent aussi partout dans ces volontés d'expression de l'expérience vécue. Parce que si les histoires de vie sont un courant, un mouvement tout-terrain, c'est-à-dire transversal à tous les découpages, c'est aussi, il demeure encore en grande partie souterrain, c'est-à-dire encore en grande partie implicite et en grande partie non dit. Donc c'est tout dans ce problème de révolution de communication. Dernière s'il me reste quelques minutes, je voudrais juste signaler quand même 4 ouvrages qui ont, dans toute la littérature mondiale, enfin, j'avais fait des recensions en anglais, espagnol, portugais et même japonais des productions suivant ces 4 catégories. Hein. Alors là, on n'a pas de temps, mais ça fera partie, je pense, j'espère, des mémoires du colloque. Hein. Mais ce que je voudrais quand même signaler, c'est les 4 productions ou les 3 productions qui sont sorties du colloque de Wrocław en Pologne pour fêter la vitalité des approches biographiques à propos du centenaire là, du paysan polonais. Donc, il y a une telle vitalité qu'il y a eu 3 productions hein, qui recoupent un peu les catégories. Là. La première s'appelle Les voix du récit. Justement, plutôt le mode oral, hein,
pratique biographique en formation, intervention et recherche, ton tripode est là, et c'est Marie-Claude Bernard, présidente d'Acivif actuellement de Laval, qui a coordonné la production. Je signale quand même aussi le chapitre de Jacques Réaume, membre du comité, Histoire de vie collective avec stratégie citoyenne ou une stratégie citoyenne pour contrer la marginalisation sociale. Et Florence Piron, qui vient de mourir, on peut lui consacrer 30 secondes, elle a aussi un chapitre pour contrer la marginalisation sociale des récits de vie, enfin, pour contrer la marginalisation sociale, les récits de vie peuvent-ils être des outils de changement social et de résistance aux injustices épistémiques? Donc, ça va vraiment dans le sens de ce rapprochement avec les épistémologies du Sud. Le second, c'est approche autobiographique et nouvelles épreuves de transition, construire du sens avec des parcours de vie. Là, j'aimerais quand même citer aussi le chapitre de Céline Niel, membre du comité, Histoire de vie et visage du spirituel. Je pense que c'est un exemple magnifique comment les histoires de vie peuvent transformer les mondes invisibles en mondes visibles. Et puis le dernier, histoire de vie et récit de formation, pratique. Alors, histoire de vie et récit de formation. Non, le troisième, c'est histoire de vie et recherche biographique, perspective socio-historique. Alors dans celui-là, on trouve tout le survol socio-historique qui commence à se faire. Excuse de mon bavardage. Quelque part, ça va raccourcir un peu le mien dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des choses que peut-être j'aurais pas besoin de dire parce que tu les as dites, c'est formidable. Et donc, voilà. Alors, merci Gaston. Maintenant, Rosée. Rosée a un magnifique titre aussi, Histoire de vie au sud et au nord, à l'est et à l'ouest, dialogue, reconnaissance et malentendu. À ton tour, Rosée. Merci. Premièrement, pour donner un repère historique, l'univers biographique narratif, en incluant ici le début de la recherche en sociologie et en anthropologie dans les premières pierres du XXe siècle, c'est un moment de développement initial. Et tu viens, Gaston, de parler du colloque de Wrocław qui a développé toute cette tradition pour connecter avec les racines, les sources de tous ces mouvements. Ces mouvements s'est développé dans des pays occidentaux économiquement développés, parce que je vais y aller à la vision critique planétaire. Donc, des grandes puissances occidentales dans le contexte du capitalisme qui commencent à développer la recherche biographique en sociologie et anthropologie, surtout aux États-Unis dans un premier moment. Et après, de la Seconde Guerre mondiale aussi, jusqu'à, on peut dire, les années 50, 60, première 70, une tendance aussi à la recherche biographique. C'est le premier moment. Et je voulais me situer dans un deuxième moment de ce qui s'est passé, que c'est le même parcours historique qui vient de mentionner Gaston, la perspective historique depuis la fin des années 70, c'est-à-dire les histoires de vie en formation, en intervention, en recherche, les recherches biographiques dans des contextes socio-éducatifs, la sociologie biographique de Berthaud, etc., qui à la fin des 70, dans le contexte de l'Association européenne de sociologie, a développé le récit de vie en tant que technique spécifique pour tester des hypothèses sociologiques. Qu'est-ce qui arrive dans ces moments à partir du commencement des années 80? Expériences isolées, soit d'individus ou de groupes,
qui ont été progressivement reliés, donnant lieu à la création d'associations et de réseaux, initialement limités au niveau national, où ils travaillaient avec la même langue. C'est peut-être le cas des réseaux anglophones, francophones, lusophones, hispanophones, par exemple, ou qui employaient l'anglais comme langue de travail transnationale dans un contexte déjà développé de la langue de l'économie, de la connaissance, de la recherche dans le capitalisme néolibéral. Nous sommes, et le titre du colloque le confirme, non? Dans un monde en transformation, aussi la pandémie nous a montré aussi une radicalisation des transformations récentes. Donc, depuis environ la moitié des années 80, on peut dire, les derniers 25 ans, la situation sociale politique et aussi dans le domaine de la connaissance et de la recherche a beaucoup évolué, rapidement. Ces 25 dernières années ont été marquées par une profonde transformation de notre monde. Je vais faire une énumération rapide de quelques transformations et après je vais me concentrer sur épistémologie du Sud, diversité, féminisme et décolonialité, pour faire finalement les liens entre ces courants et particulièrement la décolonialité et les épistémologies du Sud par rapport aux défis actuels émergents des histoires de vie. C'est un peu le contexte de ma présentation, qui est un texte écrit court de 1500 mots. Bien. Tendance des dernières 2 décennies et demie. Développement économique majeur, à l'exception de l'Afrique principalement. Crise environnementale et climatique. Consolidation du capitalisme néolibéral. Capitalisme qu'on dit cognitif, économie de la connaissance, on dit en Europe. Nous sommes dans une économie de la connaissance. Société de la connaissance. Société liquide et postmoderne. Accélération et approfondissement de la numérisation et des nouvelles technologies multimédiatiques, comme disait Gaston. Importance du secteur privé lié au néolibéralisme et du marché du travail, y compris comme modèle pour le secteur public en général et aussi dans le domaine des politiques de l'éducation et de la formation. Augmentation des inégalités, augmentation du tourisme, des flux migratoires et de toutes sortes de mobilités. Depuis les mobilités douloureuses de réfugiés jusqu'à les mobilités de confort, beaucoup de fois des invitations académiques ou des échanges en contexte universitaire. Développement de la diversité, pluralisme culturel, multilinguisme, la multitransculturalité. Disparition progressive des cultures et langues minoritaires et des peuples originaires et autochtones, ou au moins plus de difficultés pour développer la vie traditionnelle que ces groupes ont développé tout au long des siècles. Et visibilisation du colonialisme et du néocolonialisme, du racisme systémique, de l'inégalité des sexes et de la société patriarcale. Et finalement, je voulais mentionner, last but not least, les renforcements et consolidations particulièrement inquiétantes ces dernières années des courants intellectuels et politiques néoconservateurs, y compris les dites nouvelles extrêmes droites, ou néofascistes ou post-fascistes.
Donc, c'est le monde en transformation, c'est un grand portrait rapide. Et maintenant, pour dire, dans la deuxième partie de la présentation, quelques implications en relation surtout avec l'écosystème de la connaissance, de la recherche, de la formation des épistémologies. Les épistémologies du Sud, Boaventura de Sousa Santos, les injustices en justice épistémique, qui vient de mentionner la collègue Piron, qui vient de décéder, non? Et avec toutes tous les ressources de critique du savoir, de la culture, de l'éducation et les questionnements des formes de production, légitimation et transmission de la connaissance et de la recherche. Après, avec décolonialité, je vais mentionner un peu les implications de ces questionnements épistémologiques. Donc, pour moi, un trait fondamental des questions qui me semblent pertinentes dans notre contexte récent actuel et qui ont des conséquences, et il faut les explorer, ne sont pas explorées en profondeur cette implication, non? Conséquences importantes pour les histoires de vie d'un point de vue critique et engagé dans un contexte planétaire que je nommerai inégal, transnational, globalisé, hyperconnecté, changeant et incertain. L'incertitude devient une dimension de nos vies. Donc, premièrement, épistémologie du Sud et justice, injustice épistémique et les implications. Deuxième point, la diversité, les diversités au pluriel, reconnaissance, multiculturalisme, antiracisme, affirmation des identités des groupes qui ont des identités particulières et qui souhaitent un respect des droits humains et des principes des droits humains et d'égalité des citoyens, souhaitent mettre dans les scènes publiques cette diversité, cette identité. Ici, dans le contexte de diversité, l'importance renouvelée du dialogue, tolérance, médiation, orientation, accompagnement. Le féminisme, il me semble, une des révolutions plus importantes des dernières décennies. Égalité des sexes, égalité entre hommes et femmes, et aussi la philosophie, l'éthique, l'épistémologie qui est derrière. Le soin, care, to take care of others, le soin, la sororité, et la troisième dimension féminisme, non? Et l'approche de décolonialité qui est prochain des épistémologies du Sud. Je vais y aller rapidement pour décolonialité. Une agenda latino-américaine pour travailler les questions de la colonisation et de la décolonisation avec des connexions épistémologiques importantes. Je souligne trois dimensions de relations avec des questions qui sont pour nous en éducation et travail social, etc., importantes. Connexion des épistémologies décoloniales et du Sud avec l'éducation libératrice de Paulo Freire, les paradigmes de la complexité d'Edgar Morin et d'autres noms sont des grands noms et derrière, il faut ajouter beaucoup. Et des approches collaboratives et participatives de la recherche action participante, Orlando Falls-Borda et beaucoup d'autres. Ce sont des dimensions qui au Canada se sont beaucoup développées. Donc, c'est la critique du projet illustré, modernisateur, occidental et eurocentrique de construire un savoir universel, objectif, neutre, pouvant être transformé directement en technologie. La décolonialité apporte une contribution à cette tâche de critique épistémologique, de recherche politique et sociale. Et la conception décoloniale naît de la douleur existentielle, de la négation des droits, y compris les plus élémentaires comme les droits à la vie, dans l'esclavage, etc.,
de la soumission des corps et des modes de pensée, de l'interdiction d'une éducation autonome. Et donc, c'est un groupe transdisciplinaire qui est une communauté d'argumentation, qui a une position politique progressiste pour soutenir les acteurs et mouvements subalternes et vulnérables, et finalement pour dire dans quelques secondes les histoires de vie confrontées à de nombreux défis à l'échelle planétaire. Je souhaite mentionner 4 implications en relation avec les histoires de vie. C'est une sorte de programme qui me semble intéressant d'explorer, de développer ou d'approfondir. Premièrement, mieux comprendre les perspectives décoloniales écologiques de croissement des savoirs dans justice épistémique et d'épistémologie des Sud. Accompagner et reconnaître les savoirs populaires et quotidiens dans la lignée non, déjà développée à l'intérieur de nos associations, etc. Et deuxièmement, point, rechercher, explorer la diversification et plurification des ressources, formats et techniques du travail biographique au-delà de l'oralité et de l'écriture. Et Gaston vient de dire, non, le numérique, mais il y a beaucoup d'autres. Il faut les explorer. Reconnaître la diversité des expressions culturelles, des identités de manière plurielle, de construire au nord, au sud, ouest, est, les connaissances, les histoires, les récits dans les différentes régions du monde. Les construire, les partager, les enseigner, les transmettre, les diffuser. Et finalement, approfondir la dimension intergénérationnelle afin de faire des histoires de vie une approche utile à toutes les étapes de la vie humaine, en incluant l'enfance et même la petite enfance, comme a montré Maria de Conceição Passage et d'autres, ainsi que de favoriser la relation entre les différents groupes d'âge à travers le travail biographique. Je vous remercie et désolé, mais le texte sera disponible. Merci. Merci, Rosée. Tout un programme. Et donc, merci de ce vaste portrait qui, effectivement, place nos préoccupations de chercheurs travaillant avec les histoires de vie dans la perspective mondiale qui est bien celle que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, si vous permettez maintenant, je voudrais vous présenter sans doute trop brièvement quelques éléments de ce que j'ai construit comme histoire des histoires de vie au Québec. Et donc, pourquoi je voulais faire ça? Parce que je trouvais que les publications québécoises sont très peu connues. Donc, ça me fait plaisir de prendre un moment pour ne parler que des publications québécoises, si on peut le dire ainsi. Alors, il y a une hypothèse qui caractérise la pratique des histoires de vie au Québec que j'aimais, une dynamique originale créée par l'articulation, parfois explicite, mais parfois implicite, de 3 visées dans la pratique des histoires de vie: la production de connaissances, la formation et l'intervention, avec, au cœur de cette dynamique originale, la spécificité des données auxquelles donne accès la technique de la narration au jeu d'une ou d'un nombre indéfini d'expériences de vie organisées par le fil d'une temporalité biographique. Plus précisément, il s'agit concrètement, me semble-t-il, quand je regarde l'histoire des histoires de vie au Québec, d'une rencontre heuristique. Une rencontre heuristique qui a eu lieu en particulier à l'occasion de la création du Réseau québécois pour la pratique des histoires de vie en 1994. Rencontre heuristique de pratiques de recherche qui se sont par ailleurs souvent développées du côté de la formation et qu'on a appelé recherche-formation, ou alors qui se sont plutôt développées du côté de la recherche dans l'action, c'est-à-dire recherche-action ou pratique de recherche-action. Et là, je note que du côté de la recherche-action au Québec, il apparaît, me semble-t-il, une spécificité dans l'implantation de l'approche biographique dans le milieu communautaire ou associatif, si vous voulez, où l'amélioration du vivre individuel et collectif engage les intervenants à articuler la production de connaissances à l'action.
Lors de la création du RQ-PHV en 1994 et l'apparition des premiers actes des symposiums de ce nouveau réseau, les chercheurs praticiens du récit de vie ont évoqué le terme de modèle tripode pour désigner cette nouvelle voie de pratique des récits de vie, donc recherche, formation et intervention. Alors, je vous lance quelques repères marquants des 5 dernières décennies de l'histoire des histoires de vie au Québec, de 70 à 2020. Et pour faire ce portrait, j'ai utilisé une revue de documentation scientifique que nous avons réalisée en 2018 sur 5 thèmes. Ce n'est pas totalement exhaustif. Nous avons travaillé à partir de 5 thèmes: formation des adultes, travail, immigration et marginalité, environnement et histoire et méthodologie. Bon, alors, j'ai aussi utilisé, bien sûr, mes propres documents et lectures, et j'ai aussi utilisé une liste des publications québécoises fournies par la collection de Gaston Pinault à l'Harmattan qui s'appelle « Histoire de vie et formation ». Année 1970, principaux traits, 2 initiatives d'importance dans le milieu de la recherche au Québec. D'un côté, l'équipe de Fernand Dumont, le sociologue à l'Université Laval, et de l'autre côté, une initiative à l'Université du Québec à Rimouski. Et j'ajoute quelques rares publications d'auteurs québécois qui s'appuient sur les récits de vie. Alors, Dumont et son équipe à l'Université Laval projettent de recueillir 150 récits de vie de vieilles personnes afin de comprendre le passage du Québec traditionnel vers la modernité, dite la Révolution tranquille au Québec. L'équipe adopte le postulat partagé par tous les travailleurs des récits de vie: on ne peut pas comprendre l'évolution du Québec si on ne va pas la chercher jusque dans le vécu des acteurs sociaux qui ont été à la fois les agents et les produits de cette évolution. Alors, il faudra donc se donner des repères conceptuels, notamment définir ce qu'est le vécu, mais pas seulement, identité, culture, appropriation symbolique, qui est un terme important dans l'équipe de Fernand Dumont. Il y a un article de Nicole Gagnon qui est, je crois, peu connu, qui a paru en 1980 dans les cahiers internationaux de sociologie, un numéro dirigé par Daniel Berthaud, dans lequel Nicole Gagnon a un très bel article donné autobiographique et praxis culturelle qui fait un peu le point de tous les travaux de l'équipe de Dumont durant les années 70. Et elle n'hésite pas à dire qu'il demeure des difficultés dans la pratique des histoires de vie. On est à la fin des années 70 et, entre autres, des difficultés d'ordre métaux. C'est Berthaud qui les précise: choix des informateurs, recueil des récits, c'est-à-dire schéma d'entretien, manque d'expérience des intervieweurs. Et enfin, comment traiter ce matériau complexe et foisonnant qu'est le récit de vie. En bref, du début à la fin des travaux de l'équipe Dumont et de leurs diverses formalisations, on est dans la dialectique de l'individuel et du collectif. Alors évidemment, avec l'équipe de Laval, on est dans une production, on va appeler ça classique, de recherche avec les récits de vie. La deuxième initiative dont je voulais parler pour cette décennie qui me semble intéressante, c'est celle d'une équipe de professeurs, d'assistants de recherche et d'étudiants de l'Université du Québec à Rimouski qui, dans les années 70, vont, avec le chercheur français Henri Desroches, mener une recherche-action-formation à propos du développement régional dans le Bas-Saint-Laurent. Et donc, malheureusement, on n'a pas d'écrit de cette expérience unique de recherche, action, formation durant cette décennie. Mais je dirais que les suites, on les voit à travers au moins l'un des chercheurs de cette équipe, Hugues Dionne, qui a poursuivi de bien des façons le développement des histoires de vie au Québec. Année 1980, les principaux traits,
Bon, alors le nombre total de publications appuyées sur les récits de vie grandit au Québec, mais demeure faible, je dirais. Moi, j'en ai repéré une quinzaine. On trouve des publications dans le domaine de la formation des adultes, du travail, il y a 2 publications que je voudrais souligner qui marquent les années 80, Produire sa vie et les récits de vie. Et puis, on est dans une décennie où les débats en recherche, en tout cas en sciences humaines et sociales et en éducation, sont beaucoup marqués par la complémentarité, compétition entre les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. Donc, la pratique des récits de vie s'inscrit dans ces débats-là. L'ouvrage de Gaston et de Marie-Michel qui s'appelle « Produire sa vie », et je crois assez connu. On va en reparler certainement demain, mais à mon avis, ce dispositif crée une révolution paradigmatique. Je crois que Gaston n'hésite pas à l'utiliser aussi comme expression. Crée un espace totalement novateur et heuristique en accolant au récit de soi à la fois une visée de production de connaissances et une visée de mise en forme de soi à propos de l'auto-formation. La publication de Gaston et Marie-Michel, c'est 1983 et je trouve le titre extraordinaire, « Produire sa vie, auto-formation et autobiographie ». Je vous dis quelques éléments de ce que ce titre me suggère. Très chargé de sens. Il nous indique, entre autres, que le focus des chercheurs éclaire un nouvel objet de production de connaissances, celui de la mise en forme de soi. C'est ici la source de la voie dite de recherche-formation. Il indique de plus que la personne qui produit le récit est partie prenante dans l'ensemble du processus de production de connaissances, mais dans un mouvement dialectique avec le chercheur, cette idée que Gaston va développer plus tard en 86. Il indique de plus que le soi constitue, tout particulièrement dans le récit de soi, l'un des maîtres de la formation. Ça, c'est l'idée de Rousseau qui a été reprise et développée par Gaston Pinault. L'ouvrage comprend 3 parties, une première partie théorique sur l'auto-formation, une deuxième partie sur les différentes pratiques de récit de vie, histoire de vie repérées dans la documentation scientifique et sur leur légitimité pour fonder théoriquement l'utilisation des histoires de vie en auto-formation. Et une troisième partie qui comprend plus d'une version du récit de Marie-Michel et une succession de diverses stratégies d'analyse et d'interprétation du récit. Cet ouvrage a fait l'objet d'une nouvelle édition en 2012 chez Théraèdre. Deuxième production significative des années 80, les récits de vie, théorie, méthode et trajectoire type, coordonnés par Desmarais et Grelle aux éditions Saint-Martin. Cet ouvrage, reflet du séminaire d'1 an à l'École de service social de l'Université de Montréal, auquel Gaston a fait allusion tantôt, développe, oui, plusieurs facettes théoriques, épistémologiques et méthodologiques de ce qui apparaît à ce moment-là déjà comme une approche autonome en sciences humaines et sociales. Alors que la majorité des contributions de cet ouvrage peuvent être classées dans le volet classique de la recherche avec les récits de vie, en menant des débats sur les multiples choix offerts par cet outil, quel récit de vie en recherche, la 4e et dernière section de cet ouvrage signale une piste novatrice qui va personnellement beaucoup m'intéresser par la suite, c'est celle développée par Gaston de recherche-formation. Alors, je signale quand même dans cet ouvrage un article, une contribution de Isabelle Berthaud-William qui, me semble-t-il, n'a pas été beaucoup utilisé au Québec. C'est le dispositif de récit de famille. Cette nouvelle voie de production de connaissances en formation des adultes qu'a développé Gaston rejoint certes certaines pratiques en recherche qu'on appelle d'herméneutique collective. Il me semble que cette nouvelle voie de recherche-formation se rattache à l'herméneutique collective, mais aussi
la prise en compte du rapport entre le chercheur et le narrateur, développé de manière princeps en anthropologie par l'anthropologue Simmons dès 1942. Alors, années 90, principaux traits, il y a une croissance spectaculaire au Québec des publications qui s'appuient sur les histoires de vie en formation des adultes. J'appelle ça l'effet Pinault. Mais aussi l'effet RQ-PHV dans les années 90. Début des publications en autobiographie ou en biographie, en environnement et en spiritualité. Production des pratiques de récits de vie au carrefour de la recherche, de la formation et de l'intervention. Il y a 7 publications collectives qui reflètent les symposiums du RQ-PHV de 1996 à 2011, donc sur 2 décennies. Je signale durant cette décennie l'apparition d'un ouvrage sur l'approche clinique, le titre « L'analyse clinique dans les sciences humaines », coordonné par Henri Caisse, Houle, Réaume et Sévigny aux éditions Saint-Martin. C'est le premier ouvrage d'un collectif québécois qui opère des rapprochements explicites et formels entre l'approche biographique et la sociologie clinique, 2 voies de production de connaissances partageant de très nombreux points en commun. Il en sera certainement question dans le panel numéro 2 demain. 1994, création du RQ-PHV et premier symposium à Magog. Alors, ce réseau a été créé par une collaboration, comme l'a mentionné Gaston, entre Jean-Marc Pilon de l'UQAR et moi, 2 chercheurs appartenant à 2 universités différentes intégrés au réseau des constituantes de l'UQ, l'une en métropole, l'autre en région, réunissant l'Est et l'Ouest du Québec. Ces 2 chercheurs partageaient un besoin et une volonté d'un espace de co-formation à propos de leurs pratiques respectives de recherche-formation avec les récits de vie. Cette dynamique s'est consolidée avec les années car un financement provenant du réseau a facilité la participation des communautés universitaires des constituantes de l'UQ. Quand on parle de réseautage, comme Gaston le faisait tantôt, il faut souligner le financement ou le soutien institutionnel qu'on peut obtenir parce qu'il a été capital dans le développement des histoires de vie au Québec. 3 ouvrages collectifs issus des symposiums marquant la décennie 90. Le premier, en 1996, Pratique des histoires de vie au carrefour de la formation, de la recherche et de l'intervention, coordonné par Desmarais et Pilon. Les auteurs de cet ouvrage présentent des textes qui montrent une distance réflexive sur leur pratique de formation universitaire. Et là, je signale l'importance de l'écriture dans cette posture réflexive que la pratique des récits de vie favorise et qui me semble incontournable. Mais s'ajoutent à cet ouvrage 2 textes de chercheurs formateurs d'adultes en milieu communautaire. Et donc, ils présentent leur accompagnement de collectifs. Donc là, on est dans les récits de vie de groupes ou de collectifs plus larges. Et pour ces chercheurs, l'émancipation se réalise par la métaphore du passage d'un statut d'acteur à un statut d'auteur de sa vie, hypothèse qui sera développée et approfondie dans la publication collective subséquente du réseau. Alors là, je mentionne la publication en 1999 d'un nouveau titre, Le pouvoir transformateur du récit de vie, coordonné par Chaput, Giguère et Vidricaire. Cet ouvrage collectif s'attache aux effets transformateurs du récit de sa vie sur soi, les autres et le monde social pour chaque groupe d'acteurs impliqués, chercheurs, intervenants, formateurs, sujets en démarche. Ici, c'est en tant que sujet apprenant que les auteurs s'expriment. C'est d'ailleurs ce qui distingue toutes les publications issues des symposiums du RQ.
Dans les parties subséquentes de l'ouvrage, les formateurs d'adultes analysent les composantes de ces transformations, leurs retombées théoriques. Les transformations de soi sont de plus analysées en rapport avec elles, à titre d'exemple, une démarche de groupe versus une démarche individuelle. Autre publication de cette décennie, le je et le nous en histoire de vie. Le comité organisateur du deuxième symposium a choisi la thématique de la dialectique individu-collectif. La dynamique de la démarche et les retombées, la production de sens à laquelle donne accès l'approche biographique varie selon que l'auteur est singulier ou pluriel. Plusieurs des contributions de cet ouvrage s'appuient sur ce qu'il est convenu d'appeler avec Pinault le paradigme tripolaire de la formation. Ainsi, on discerne ce que le vecteur formation apporte à l'expérience d'une démarche autobiographique et comment on peut formaliser cet apport. On voit de plus comment l'action, dans Recherche-Action, amène le binôme recherche-formation à dépasser le cadre de la mise en forme de soi pour s'investir dans la transformation du réel, ce qu'on appelle l'action. On est ici au cœur de la dynamique créée par le modèle tripode. Parmi les autres activités reliées aux histoires de vie dans cette décennie, je signale l'ouverture du programme Sens et Projets de vie à la TÉLUQ et repris et soutenu par plusieurs des constituantes de l'Université du Québec, mais surtout mise en place par des membres fondateurs du Réseau québécois pour la pratique des histoires de vie, coordonné par Louise Bourdage. 2 ouvrages en découleront. Année 2000, principaux traits, le foisonnement se poursuit dans les publications en formation des adultes. Plusieurs contributions développent et approfondissent des dispositifs liés à la finalité d'action et on ne délaisse pas pour autant l'importance de la finalité de production de connaissances avec les récits de vie. À titre d'exemple, dans le domaine de l'immigration et de la marginalité, où les chercheurs québécois ont beaucoup produit, je dois dire, dans le secteur de l'immigration et de la marginalité, on note une grande diversité des types d'acteurs sociaux qui produisent un récit de vie. Immigrants et réfugiés salvadoriens à Montréal, jeunes, personnes itinérantes, aînés au Nunavut, aînés vietnamiens au Québec, vécu de toxico et de prostitution, jeunes pères vulnérables, écrivains maghrébins immigrés au Québec, chiliens au Québec. Voyez, donc autant de publications avec les récits de vie sur la question de l'immigration et de la marginalité. Une nouvelle publication issue d'un symposium du RQ-PHV en 2003, Histoire de lien, histoire de vie, coordonnée par Lee et Yale. Cet ouvrage montre bien la richesse et la portée heuristique du modèle tripode dans la pratique des récits de vie. La thématique des liens sociaux enrichit les filiations théoriques qui éclairent les parcours de vie. Ainsi, les liens sociaux illustrés dans les récits de vie et actualisés dans des formes nouvelles selon les époques appellent des connaissances nouvelles, donc nécessité de s'investir en production de connaissances, contribuent à la mise en forme des humains, les différents volets de la formation, et nécessitent des interventions renouvelées dans l'action. Je signale l'apparition en 2003 d'un ouvrage que j'ai coordonné qui s'appelle « L'alphabétisation en question », qui est un exemple, je dirais, complet d'une démarche de plusieurs années d'un organisme communautaire en recherche, action, formation, qui a complètement transformé la pratique de cet organisme en alphabétisation populaire. En 2007, Récits de vie et sociologie clinique, coordonnés par Mercier et Réaume, globalement, les finalités de production de connaissances et d'action dans les récits de vie dominent dans cet ouvrage. Les années 2010, donc la dernière décennie, en quelques mots, dans le domaine de l'immigration et de la marginalité, se poursuit la diversité des types d'acteurs sociaux qui racontent leur histoire.
Le domaine du travail fait aussi l'objet de récits sur des thèmes tels la retraite, la transmission des compétences professionnelles des préposés aux bénéficiaires dans les organismes gériatriques en France et au Québec. Voyez l'actualité de ce type de recherche. Le processus de communication pour la santé, l'éthos public et le travail sur soi des gestionnaires, donc autant de thématiques reliées au monde du travail. J'ai repéré dans les principales contributions de cette décennie des traces des 3 horizons temporels identifiés par Rosa, celui de la vie quotidienne, celui de la biographie et celui de l'époque, qui pourrait questionner l'hypothèse de Rosa selon laquelle l'une des caractéristiques de la modernité actuelle est l'impossibilité pour les acteurs sociaux de conjuguer ces 3 temporalités. Il sera certainement question de cette thématique-là dans le panel numéro 4, vendredi le 4 juin. Je signale pour cette décennie et les décennies précédentes une quinzaine d'ouvrages d'auteurs québécois parus dans la collection Histoire de vie et formation de Gaston Pinault à l'Harmattan à travers des histoires singulières, des histoires collectives, à chaque fois une pièce de l'histoire du Québec. Une nouvelle publication issue d'un symposium du RQ en 2011, Les histoires de vie, un carrefour de pratiques par Yael, Mercier, Gingras et Begdadi aux presses de l'Université du Québec. Et donc, comme ce titre l'indique, on voit à quel point la pratique des histoires de vie est un carrefour de savoir, de visée et de pratique. Une autre publication du RQ cette année-là, Moments de formation et mise en sens de soi. Certaines contributions permettent d'entrevoir le potentiel formatif du moment et d'autres, dans un registre différent, le potentiel formatif des transitions dans les parcours de vie. Une autre publication issue du RQ en 2012, Transformation de la modernité et pratiques autobiographiques, coordonnée par Desmarais, Fortier et Réaume aux presses de l'Université du Québec. Cette contribution interroge d'abord les apports macro-sociaux de l'AB, l'approche biographique, à la compréhension des transformations des sociétés occidentales. Les différentes modernités ont produit différentes figures du sujet. Aussi s'agit-il de présenter une pluralité de pratiques de l'approche biographique, individuelle ou collective, qui interroge la conquête de soi dans différents espaces sociaux et à différentes époques, ainsi que certains enjeux actuels de la vie collective. Il en sera aussi question dans le panel 4. Et puis, cet ouvrage présente aussi, pour terminer, des pratiques éducatives, formelles et informelles, au cœur de la modernité en crise. En 2013, paraît Sens et Projet de vie. C'est le premier ouvrage de deux, issu de l'implication de l'équipe qui accompagne les apprenants du programme Sens et Projet de vie. Et en 2017, le deuxième ouvrage qui s'intitule La vie au cœur des histoires de vie, coordonné par Louise Gomez, Hugues Dionne et Louise Bourdage. Et j'avais dans mon panorama inclus les 3 ouvrages issus du colloque de Wroclaw, dont je ne parlerai pas parce que Gaston les a mentionnés. Alors, pour ne pas conclure, surtout pour ne pas conclure, les publications québécoises augmentent à chaque décennie depuis les décennies 1970. Il y a donc un travail de documentation à poursuivre pour écrire cette histoire. Les histoires de vie, un véritable carrefour de savoir, de visée et de démarche, c'est ce que montrent certainement les publications québécoises. L'approche biographique constitue une approche de recherche autonome qui comporte un potentiel heuristique décuplé lorsque pratiquée dans les finalités additionnelles et interreliées de formation et d'intervention.